Donc, on va débuter. Frédéric en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, la version qu'on va regarder, c'est PowerMill Pro 2012 R2. Donc, si vous vous souvenez, là, au mois de septembre, octobre, on avait vu la démonstration de 2012 tout court, qui était en réalité la R1 de mémoire. Donc là, on va voir la R2. Donc, ce qui veut dire que c'est pas une version majeure, c'est une sortie mineure de la 2012. La prochaine version majeure, ça va être 2013, qui devrait être disponible là, autour du mois de juillet à août. Mais on en rediscutera un petit peu plus à la fin de la démonstration. Là, il y a des belles choses qui s'en viennent que je veux vous montrer par rapport à ça. Donc, on va débuter tout de suite avec la démonstration. La première chose qu'on a de nouveau, c'est pas quelque chose qui va révolutionner votre vie, mais dans certains cas, ça pouvait devenir un petit peu compliqué de créer un plan de travail au centre d'un cercle. Pour les gens qui font du moule, là, vous le savez, on pouvait sélectionner une surface de révolution puis aller à Center of Selection, mais la hauteur du Z était rarement bonne, il fallait toujours la redéplacer. Maintenant, on peut tout simplement créer un plan de travail à partir d'un cercle avec 3 points. Donc, quand on s'en vient dans notre work plane, juste ici, on va avoir from 3 arc points, juste ici. Donc, en cliquant là-dessus, ce que ça nous permet de faire, c'est de venir cliquer 3 points sur notre modèle. Puis, vous voyez, ça me crée un cercle ici. Donc, en prenant le 3e point, il nous trouve le centre automatiquement. On accepte ça. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est lui donner l'orientation de notre origine. Donc, dans mon cas, comme ça ici, vous avez vu, notre 0, notre workplane est maintenant créé au centre du cercle. Peut-être que vous posez la question, où est-ce qu'il prend les autres axes? Comment il va aligner les X et les Y? En réalité, il va prendre le plan de travail qui est actif au moment de la création. Donc, c'est avec celui-là qu'il va s'aligner pour créer le nouveau plan de travail. Comme je vous dis, c'est pas grand-chose, mais ça peut être pratique là, dans certains cas quand on fait du positionnement 5 axes. Deuxième chose, j'en avais parlé lors de la démonstration précédente. Donc, c'est Tool Assembly. Ça permet, là, si je pense à Dave, là, entre autres, qu'on voit souvent des outils avec beaucoup de composantes de holder. On se retrouvait qu'on ne voyait plus vraiment la pointe de l'outil parce que les composantes étaient trop grandes. Donc maintenant, on a un zoom sur l'assemblage de l'outil. Donc on est capable, là, même si l'assemblage est très très gros, de zoomer puis de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là, sur le bout de notre outil. On peut faire un pan aussi à l'écran, il n'y a pas de problème. Là. Donc si on veut voir un petit peu plus haut, c'est toujours possible de le faire. Là. On continue avec ça. Ça, les deux premières étaient mineures. Celle-là, c'est quand même intéressant. C'est une nouvelle option qui a été ajoutée en dégrossissage. Si on regarde le trajet d'outil de côté, on a certains compétiteurs qui l'avaient déjà. Nous, on ne l'avait pas encore. Mais c'est pour les gens qui veulent faire du dégrossissage avec des handmills en carbure. Prendre des grosses profondeurs de passe et des petits step-over. Donc, souvent, on va prendre des grosses profondeurs de passe, mais qu'est-ce qui arrive ici? Ça va nous donner des gros escaliers. Donc, les gens vont prendre plus profond, puis ils vont remonter avec des petits steps uniquement sur le bord de la pièce pour venir donner un résultat qui est quand même pas si mal après le dégrossissage. Donc, on n'avait pas cette possibilité-là auparavant avec PowerMill. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Je vais vous le montrer juste ici. On a une nouvelle section qui est Step Cutting, juste ici. Donc, on peut activer l'usinage en étage comme ça. Donc, il va nous rajouter des passes intermédiaires uniquement sur le modèle, pas à la grandeur de la pièce. Donc, on lui dit dans notre cas, on prend des profondeurs de passe de 6 mm et on va remonter de 1.5 ensuite de ça en s'en allant vers la prochaine passe. Vers la passe précédente, pardon. Donc, si je vous fais calculer ça, vous le voyez ici. OK, donc on voit maintenant qu'il prend ses passes au complet sur la pièce, puis il va aller remonter comme ça progressivement en s'en allant vers le haut. OK.
Donc, ça permet de faire un trajet d'outils qui est beaucoup plus court avec des outils en solid carbide là, pour aller beaucoup plus profond, là. Ceux qui ont un petit peu plus porté attention au tableau que j'ai ici, vous avez peut-être vu que dans ce nouveau tableau-là, on a une option qui s'appelle Constant Volume Removal. C'est pas ce que la plupart des gens pensent que ça serait. Ça va tout simplement ajuster notre feed. Donc, si j'active mes feeds ici, là, on voit que pour l'instant, je vais tout simplement à 2000 mm par minute. Ce que ça fait ici, c'est que ça va dire que tu as le droit d'accélérer ta vitesse d'usinage jusqu'à 3000 mm par minute en respectant la quantité de matière qui est enlevée. Donc, plus qu'il va remonter, moins qu'il va enlever de matière, plus il va accélérer son usinage. Donc, je vais le refaire calculer, puis je vais vous montrer. Vous allez voir, les couleurs vont changer. OK. Regardez ici. Si on clique ici, vous allez voir que les lignes bleues sont à 2000 mm par minute, comme tantôt. Les vertes sont à 2660. Les oranges sont à 3000. Les deux ici sont à la même vitesse parce qu'on a barré à 3000 tout à l'heure. Si j'avais barré un petit peu plus haut, là, on aurait eu une autre vitesse différente pour ça. Okay, donc, c'est pas une vitesse qui va être progressive tout dépendamment si l'outil est plein couteau ou pas. C'est vraiment qu'en remontant dans ses passes, il va accélérer sa vitesse pour conserver un enlèvement de matière plus constant possible. Pas de questions jusque-là? Tout est sous contrôle, tout le monde est heureux. Autre chose qu'on a ici, c'est pas pour tout le monde, donc c'est plus pour les gens qui ont soit des machines avec des tables rotatives, des 4e axes, ou les gens qui ont des machines 5 axes. Je vais vous le montrer quand même, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce que ça fait. Donc, si on s'en vient, on voit un petit peu là, la machine qui est juste ici avec la pièce sur le plateau rotatif. Donc, auparavant, ce qu'on avait, c'est qu'on était capable de venir ici, percer nos trous en XY comme n'importe quelle bonne machine 3 axes. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est lui dire, OK, je veux que tu barres une de mes axes linéaires et que tu le remplaces par un axe de rotation. Donc, si je repars ça, vous allez voir, c'est le plateau rotatif qui tourne et mon outil reste toujours à X0 dans ce cas-là. OK? Donc, dans le cas ici présent, on est en Y négatif. Si on veut, on pourrait activer une option pour être de l'autre côté de l'axe. On a le contrôle là-dessus. On peut même faire de l'usinage avec cette partie-là. Donc, si je m'en viens ici, juste pour vous montrer où est-ce que c'est. Donc, on a Machine Axis Control. Donc, maintenant, au lieu de Free, on peut lui dire polaire. Et lui donner sur quel axe on veut verrouiller pour le remplacer par notre axe C là, dans ce cas-là. Donc, si je le refais aller, vous allez voir, l'outil tourne en 3 axes bien standard. Mais si j'active mon usinage polaire, vous allez voir maintenant qu'il va rester à X0 et qu'il va tout simplement faire tourner son plateau rotatif pour faire le reste. Donc ça ici, ça peut être pratique pour des gens qui ont des pièces qui sont très, très limites de rentrer sur la machine. On a eu la demande là, justement la semaine dernière. La pièce, elle passe tout juste entre les deux portes de la machine, puis ils ont tourné leur plateau rotatif, leur 4e axe sur le dos, si on peut dire, là, pour qu'ils tournent autour de Z. Puis ils servent du plateau rotatif pour garder leur axe au même endroit pour pas que la pièce elle accroche la machine sur les côtés en se déplaçant, là. Donc, ça peut servir pour ça. Puis la dernière chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que si jamais vous voulez vous en servir, il va vous donner l'alarme si vous ne le faites pas, là. Mais quand vous activez ici le mode polaire, il faut s'assurer qu'on a les lignes qui sont polaires aussi. Parce que la transition entre 2 passes en 3 axes et avec l'axe C, c'est vraiment pas les mêmes coordonnées. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'activer juste ici. Donc, on continue avec ça. Autre chose ici, une autre petite amélioration par rapport à des trajets d'outils qu'on avait déjà. Je ne sais pas si c'est une stratégie que vous utilisez à l'occasion, mais le Steep and Shallow, auparavant,
on n'avait pas la possibilité de mettre la partie en constant Z avec un cusp, donc un scalopite. Maintenant, c'est possible. Vous allez probablement remarquer aussi que le tableau a quand même relativement changé juste ici, là. Donc maintenant, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut utiliser un scalopite avec cette stratégie-là. Donc si je le calcule, vous allez voir que la partie sur les murs verticaux va être avec un scalopite. Donc, ça va nous donner un trajet qui est beaucoup plus constant que ce qu'on pouvait avoir auparavant, là. Donc, si on se rapproche juste ici, vous voyez dans le fond que les passes sont beaucoup plus proches, mais quand on se tourne, on voit que les passes en 3D, si on peut dire, là, sont vraiment espacées également. Donc, ça va donner un fini de surface beaucoup plus proche de ce que vous voulez avoir là, qu'auparavant. On a ici la prochaine nouveauté qui est par rapport au point de départ de l'usinage. On a toujours pu déplacer les points de départ. Ben, je dis toujours, ça fait déjà quelques années qu'on peut bouger les start points. Donc, si je m'en viens ici, vous savez qu'on pouvait tout simplement cliquer 2 points comme ça ici pour redéplacer nos start points, pour les mettre dans une région qui était peut-être un petit peu moins importante côté fini de surface. Ça n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est que vous avez vu, à chaque fois que je clique 2 points, on voit en bas ici que ça recalcule, que ça va automatiquement changer nos lead-in, lead-out en fonction de ce qu'on a recliqué. C'est pas mauvais, parce que dans le cas que j'ai là, j'ai pas tant de lignes que ça, tant de trajets d'outils que ça. Par contre, si on tombe dans un moule de 4 pieds par 4 pieds, puis qu'on a 2000 profondeurs de passe, ça se peut que ça soit un petit peu plus long à calculer les entrées et les sorties. Donc, c'est pour ça qu'ils ont rajouté la petite calculatrice jusqu'ici, qui est Toggle Batching of Edits. Ce que ça va faire, c'est que ça va seulement déplacer à la fin le calcul de vos entrées-sorties. Donc, si je l'active, vous allez voir que maintenant, je peux cliquer plusieurs lignes, puis que ça ne calcule plus. Donc, je pourrais en faire comme ça ici. Faire lui ici. Parfait. Vous voyez, j'ai des lignes un peu partout dans mon écran. Quand c'est fait, que je suis satisfait avec ce que j'ai fait comme changement, tout ce que j'ai à faire, c'est de recliquer sur la calculatrice. Maintenant, il va tout calculer ce que j'ai placé comme ligne. Okay? C'est juste que ça permet d'être un petit peu plus rapide qu'auparavant pour replacer nos entrées-sorties, vu qu'on peut les faire calculer seulement qu'une fois. La prochaine chose qu'on a améliorée dans la version R2, ça, j'ai eu la demande relativement souvent. Si on regarde ce trajet-là, juste ici, on va le faire calculer. Un trajet, c'est un parallèle, je ne me trompe pas, en 3 axes, là, très standard, là. Parfait. Donc, vous voyez un petit peu qu'est-ce qui se passe. Il n'ira pas machiner dans cette région-là. Même chose ici, il va l'éviter. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'ici, on a activé la vérification de collision automatique. OK? Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que PowerMill regarde, si je mets mon outil juste ici, il regarde quand il voit qu'il rentre à l'intérieur des clairances qu'on lui avait mis dans le tableau précédent, juste ici, donc 1 mm sur le holder, il va tout simplement éviter cette région-là. C'était pas mauvais, sauf que la plainte que j'avais souvent, les commentaires, c'est que les gens disaient, bon, c'est bien beau, sauf qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'il n'y a pas machiné. Dans certains cas, c'était pas si simple que ça de savoir. Puis s'il reste un gros morceau de matière, ben c'est pas facile de voir qu'il reste là, puis d'aller rentrer en collision dedans, ça pourrait endommager l'outil. Donc, ce qu'ils ont fait, ça élimine pas le problème à 100%, mais ça va permettre d'enlever le plus de matière possible. Donc, avec la même stratégie, si on s'en vient ici, on peut maintenant activer Machine Maximum Stock. Donc, ce que PowerMill va faire, il va tout simplement déplacer
son trajet d'outil pour conserver la clairance d'1 mm et machiner le plus possible. Donc, vous allez le voir, là. On le voit ici, comparativement à avant, où est-ce qu'il arrêtait, où les lignes grises juste ici. Maintenant, il va déplacer son trajet pour essayer d'aller chercher le plus possible. Si je remets mon outil sur mon trajet, regardez, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, on voit qu'il conserve sa clairance d'1 mm en descendant. OK? Donc, comme je disais, ça permet vraiment d'aller machiner le maximum possible avec notre outil dans certaines conditions où est-ce que c'était pas possible avant. Ce que ça donne comme avantage, c'est tout simplement que le rest rough que vous pourriez faire ou le rest finish que vous feriez par après, il va avoir beaucoup moins de matière à enlever. Puis aussi, ça va vous enlever beaucoup de retraits en Z que vous ne vouliez pas nécessairement, parce que là, il va tout simplement passer par-dessus puis continuer comme si rien n'était. Donc, ça fait des trajets qui sont un petit peu plus épurés. On le voit ici, là. Il rentre une fois au début, puis il ressort à la fin, ça finit là. Tandis qu'auparavant, on avait quand même quelques rapides par-ci, par-là, puis ici, des mouvements que je suis pas certain que je programmerais comme ça, honnêtement, pour envoyer ça sur la machine. Donc, ça va être beaucoup mieux là, avec l'autre stratégie si vous étiez des utilisateurs de la vérification automatique. Donc, on le voit la même chose ici, là, qui était skippé avant. Maintenant, il passe en diagonale par-dessus. Donc, ça peut être intéressant, des fois pour faire des semi-finitions ou même des finitions avec un outil qu'on sait qui ne passe pas partout. Là. La prochaine nouveauté qu'on a ici, c'est pas grand-chose. C'est pas un module que tout le monde qui assiste aujourd'hui utilise. C'est par rapport au module de simulation machine. Donc, on a toujours pu simuler la machine, surtout pour le 5 axes, je vous dirais. Par contre, on n'a pas toujours pu mettre certaines pièces en transparent. Donc, maintenant, qu'est-ce qui est possible de faire? Vous savez que depuis la version 2012, la machine est importée dans le projet. Donc, en faisant ça, on peut cliquer sur le bouton droit sur notre machine, venir dans Settings, puis regardez, vous avez le nom des pièces qui sont ici. On peut venir changer leur opacité, donc leur transparence qui est juste ici. Donc, on voit ma table, j'aurai mon axe A qui est juste ici. Je pourrais dire non, moi ça c'est correct. Par contre, je voudrais mettre le bâti de ma machine en transparent. Comme ça, quand je vais partir ma simulation, je vais pouvoir la voir de tous les côtés, ce qui n'était pas possible auparavant. Là. Donc, on avait besoin de plusieurs configurations de machines pour réussir à faire quelque chose comme ça avant. Maintenant, c'est rien à changer dans votre fichier de simulation machine. Là. Vous avez tout simplement qu'à l'importer dans la version R2 et vous allez avoir les options que je viens tout juste de vous montrer. Une chose qui est intéressante à dire par rapport à ça, c'est que les paramètres de transparence sont sauvegardés dans votre projet. Donc, si vous réimportez votre machine dans un autre projet, elle reprend les couleurs initiales. Puis si vous réouvrez un projet que vous avez déjà fait avec cette machine-là, elle va conserver les couleurs ou la transparence, je devrais dire, que vous lui avez mis la dernière fois que vous avez travaillé avec. Ça ici, je pense que ça va faire quand même quelques heureux. Parce que j'ai pas calculé combien de fois j'ai eu la question, mais c'est sûr que j'ai pas assez de doigts sur mes deux mains. Donc, vous savez, quand on crée un stock model, surtout quand on commence à travailler avec le logiciel, on se retrouvait souvent à oublier de rentrer notre tolérance, notre step over, juste ici. Puis qu'un coup que le stock model est calculé, on devait enlever les calculs ou même les opérations de référence pour revenir changer ça. Donc maintenant, ce que Delcam a fait, c'est que quand on va créer un stock model, automatiquement, ça va ouvrir un petit tableau comme ça, qu'on va pouvoir rentrer le nom. Comme ça ici, la tolérance, le step over et le rest thickness automatiquement. On va même pouvoir lui setter son work plane avec lequel on veut qu'il travaille.
Donc, je pense que ça va éviter quand même beaucoup d'erreurs que j'étais le premier à faire. Là. Des fois, des erreurs d'inattention, qu'on va aller trop vite. On oublie de rentrer nos valeurs parce qu'on n'y pense pas. Mais là, maintenant, on va les avoir dans le visage. Donc, ça va être un petit peu plus facile à penser à ce moment-là. Puis vous avez peut-être remarqué juste ici qu'on a une nouvelle barre d'outils aussi pour les stock modèles, justement. Donc, il n'y a rien d'extrêmement nouveau là-dedans, autre que toutes les options qu'on avait dans le bouton de droit sur notre stock modèle, ben maintenant, on les a dans la barre d'outils ici. Donc, c'est pas mal la même chose qui est tout simplement répliquée avec des icônes. Ça peut être pratique, honnêtement, parce que c'est mieux imagé qu'avant, puis toutes les autres options qu'on avait dans le logiciel s'en venaient intégrer en barre d'outils. Donc, c'est pour ça qu'ils ont voulu continuer sur la même façon. Si je m'en viens dans un rest-off qui aurait été fait, ça sera pas bien long, il va calculer son stock modèle. Là. Parfait. Donc, vous allez remarquer aussi que dans la section Rest, on a maintenant un petit menu déroulant qui permet de sélectionner le state, donc l'état du stock modèle qu'on veut utiliser comme référence. Auparavant, pour ceux qui ne savent pas, on pouvait le faire. Par contre, il fallait venir dans notre arbre de création ici et sélectionner en double-cliquant là, sur l'état qu'on voulait avoir. Donc, on le mettait en gras et c'est lui qui était utilisé. Ça va être beaucoup plus visuel maintenant. On va tout simplement pouvoir le sélectionner dans le menu déroulant. Si on s'est trompé, on n'a pas à réouvrir le stock modèle. On va directement dans notre opération puis on le met là. Donc, ça va quand même être pas mal plus pratique que ce qu'on pouvait avoir auparavant pour cette partie-là. Si on continue. Donc, dernière chose qu'on a dans ce menu-là, puis il y en a deux autres qui ne sont pas là que je vais vous jaser aussi. Donc, le Macro Debugger. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont des fervents utilisateurs des macros dans PowerMill. Je suis le premier sur la liste là, qui adore en faire un petit peu pour tout. Le problème qu'on avait auparavant avec PowerMill, c'est que la seule façon de les débugger, c'était essai-erreur. Donc, on essayait, on voyait que ça ne marchait pas, ça faisait une erreur. On essayait de trouver qu'est-ce qui se passait. Puis dans certains cas, on pouvait chercher assez longtemps. Depuis la version 2012, je vous avais déjà montré qu'on pouvait, il y avait un nouveau langage de macro. Mais le problème avec ce langage-là, c'est qu'il est tellement complet qu'à un moment donné, quand il y a une erreur dans la macro, ça vient vraiment un cauchemar pour aller débugger ça parce qu'on ne savait jamais le problème était où, quelle variable était pas bonne. Donc maintenant, avec le débogueur, on peut tout simplement avancer dans la macro, puis on voit ici la valeur de chaque variable va être écrite à chaque fois qu'il passe par-dessus. Donc on voit la petite flèche à gauche qui se déplace dans la macro. Donc, on voit le nom des paramètres apparaître. Puis ça permet de voir jusqu'où la macro se rend, à quelle étape elle va planter. Puis donc, ça nous permet d'aller corriger le tir pas mal plus rapidement qu'auparavant. Donc, ça, c'est quand même intéressant pour le nouveau langage de macro qu'on a dans le logiciel. Encore une fois, par rapport aux macros, vous avez peut-être remarqué, juste ici, j'avais une petite flèche à droite. Donc, ce menu-là, qu'est-ce que ça ouvre? C'est ce qu'on appelle les plugins. C'est nouveau à la version R2, encore une fois. Donc, qu'est-ce que c'est un plugin? C'est une macro, mais c'est pas une macro qu'on peut écrire dans PowerMill. C'est vraiment une macro qu'on va écrire dans Visual Basic. Donc, comme celle que j'ai ici, je pourrais, pour ceux qui sont intéressés, là, je pourrais vous la donner. C'est vraiment simple à installer. Là. On double-clique sur l'application, pareil comme on installerait PowerMill, puis elle va s'installer. Donc, celle que j'ai ici, elle a été designée pour permettre d'écrire du texte. Je vais juste me faire un nouveau projet. Parfait. Donc, si j'écris ça ici, vous voyez le texte, on peut zoomer pour voir un petit peu plus proche qu'est-ce qui arrive avec ça. On peut utiliser n'importe quelle fonte de Windows. Donc, ça, c'est intéressant.
On peut changer les dimensions. En fait, c'est à peu près pareil comme ce que vous auriez dans n'importe quel logiciel de traitement de texte. Finalement, juste ici, on peut lui dire est-ce qu'on veut créer un pattern avec ça ou on voudrait directement créer un toolpath d'engraving. Donc, si j'appuie sur Pattern, on voit ici, ça va nous créer notre pattern qu'on pourrait aller faire notre engraving après. Ou si je clique sur Toolpath, il va nous demander la profondeur, un outil, tout ça. Puis, il va nous créer notre toolpath d'engraving automatiquement, là. Donc, ça, c'est intéressant. Comme je vous dis, c'est pas ça la nouveauté. La nouveauté, c'est plus d'avoir la possibilité d'insérer des plugins dans cette partie-là. C'est quoi l'avantage par rapport à une macro Visual Basic standard? C'est tout simplement que si vous avez l'habitude d'utiliser 2 ou 3 PowerMill en même temps, ben les plugins vont fonctionner pour chaque version qui est ouverte en même temps. Donc, vous n'êtes pas obligé, comme les macros Visual Basic actuels, vont fonctionner uniquement sur la version, la première qui a été ouverte, mais les plugins vont fonctionner sur toutes les versions qui sont ouvertes parce qu'ils sont vraiment associés à la version, là. Donc, si vous voulez cette petite macro-là, c'est pas un problème, là, juste à nous envoyer un courriel à support, puis je vais vous la renvoyer là, par courriel après la démonstration, là. Donc, comme je disais, ça peut être créé par n'importe qui. Vous avez la possibilité de. Le seul petit hic, c'est que Visual Basic Express est gratuit. Donc, il y en a certains d'entre vous qui ont déjà joué avec, je le sais. Mais pour faire quelque chose de bien, ça prend Visual Basic Pro, que lui n'est pas gratuit, évidemment. Donc, avec Express, là, il y a un document de 65 pages, je ne me trompe pas, là, que j'ai commencé à regarder pour ça. J'ai pas fini ma lecture de chevet encore, là. Donc, je pense qu'il y a possibilité de le faire fonctionner avec Express, mais c'est assez compliqué selon ce que j'ai vu. Parfait, merci pour l'adresse, Fred. Donc, vous avez l'adresse dans le chat, là, si vous voulez demander cette petite macro-là, je vous l'enverrai par après. Dernière chose qu'on a dans la version 2012 R2 qui est intéressante, c'est ça ici. Dans la barre de simulation, vous avez maintenant 2 options de simulation. Donc, on se faisait souvent demander en démonstration la vitesse de simulation qu'on voit, c'est-tu la vraie vitesse sur la machine? Ben maintenant, c'est possible. Donc, si on prend cette option-là, c'est comme vous aviez auparavant, c'est-à-dire que ça va simuler à une certaine vitesse par rapport au nombre de points qu'on a dans le trajet. Tandis que si on s'en vient avec celle-là, ça va simuler selon l'avance qui est programmée. Je dis selon l'avance qui est programmée. Si vous programmez à 10 pouces minute, on s'entend que ça peut être long, simuler une pièce à 10 pouces minute. C'est pour ça que le scroll bar qu'on avait pour la vitesse va fonctionner encore. Par contre, ça va être un facteur de votre vitesse programmée. Donc, on voit à gauche, j'étais à 1 fois mon avance programmée. Plus que j'avance ici, j'étais à 68 fois mon avance programmée. Puis ici, j'étais à 100 fois mon avance programmée. Donc, ça permet des fois d'avoir une meilleure idée là, de ce qui va se passer un petit peu en simulation, là. C'est pas mal ce qui complète ce que je voulais vous montrer sur la R2. Par contre, je veux vous montrer une dernière chose qui s'en vient dans la version 2013. Mais juste avant d'aller là, dans le fond, si vous avez des questions sur ce que j'ai montré, ça sera le temps de les poser. Donc, c'est une nouvelle stratégie. On avait-tu une question? Ouais, c'est ça. Il y en a qui veulent me flatter dans le sens du poil, on dirait. Bon, c'est ça. Ce que je voulais vous montrer juste ici, c'est une nouvelle stratégie qui s'en vient dans PowerMill 2013. Honnêtement, ça va être probablement la plus grosse avancée qu'on a eue dans PowerMill depuis longtemps versus les stratégies d'usinage, de dégrossissage, en fait. Ça fait quelques années qu'on se faisait parler de ça, mais on n'avait rien. On reverra un petit peu tantôt des trajets compétiteurs là, versus ce que nous, on va faire dans PowerMill. Mais la stratégie qu'on va avoir là, c'est une stratégie qui est développée pour prendre des grosses profondeurs de passe et des petits step-overs. Le problème qu'on a souvent avec un ROF ou un trochoïdal standard, c'est ce qu'on voit à l'écran.
Donc, on voit notre outil qui s'en vient avec un step over qui est quand même pas si élevé que ça. Donc, on voit que ça lui donne un angle de 46 degrés d'engagement dans la matière. Donc, jusque-là, c'est bon. Si on passe ici, on voit qu'en arrivant dans le coin, il tombe à 91 degrés d'engagement dans la matière. Ce que ça fait, ça, c'est qu'on va être obligé de setter notre avance, notre feed programmé en fonction de ça, parce que c'est lui qui va déterminer ce que l'outil peut prendre au maximum. Donc, pour tout le trajet, on le voit ici. Donc, les sections rouges, c'est les régions où ce qui prend plus que 46 degrés, plus que ce qu'on a programmé. On va être obligé de descendre l'avance sur tout le trajet uniquement pour les petites sections rouges. OK? Donc, c'est ce qu'on dit ici. Là, il y a environ 90% du trajet qui va être réduit juste à cause d'un 10% qui dépasse là, ce qu'on lui a demandé. C'est pour ça que le petit bonhomme n'est pas content. Donc, si on avance encore un petit peu, avec Vortex, qu'est-ce qui va se passer? C'est que PowerMill va tout simplement se forcer ou conserver son 46 degrés d'angle. Donc, il va calculer au départ, selon notre step over, c'est quoi l'angle d'engagement qu'il devrait avoir. Puis quand il va arriver dans le coin, il va le conserver en faisant des espèces de trochoïdales, mais c'est pas le trochoïdal que vous connaissez déjà. C'est vraiment un nouveau trajet. Donc, si on regarde la prochaine diapositive, vous voyez un petit peu dans le cas de cette pièce-là quelle sorte de trajet il ferait. Donc, il va vraiment ajuster le trochoïdal en fonction de la pièce. Ça va nous permettre de mettre une avance là, qui va être optimale pour tout le trajet. Là. Donc, vous voyez, il est écrit en bas, c'est quoi le type d'acier qui est machiné. Là. C'est pas de l'aluminium. Donc, c'est un acier qui est quand même assez dur. Parce que la vidéo, c'est assez flagrant. Là. Vous allez voir le son de l'usinage, il est très, très, très constant, même si c'est une matière qui est très dure à machiner. Donc, c'est ça, là, ça permet d'avoir moins de coûts sur l'outil, moins de coûts sur la machine aussi, puis d'avoir des vitesses d'usinage qui sont beaucoup plus constantes. Là. À la fin, on a un test là, que je vous montrais qui a été fait sur la même machine, la même pièce. La stratégie d'avant et la stratégie d'aujourd'hui, vous allez voir que c'est pas pareil du tout. Là. Donc ça ici, c'est bon. Il y a certaines diapos que je vais passer un petit peu plus vite. Là. Donc c'est ce que je parlais tout à l'heure. On voit un petit peu la différence dans l'usinage conventionnel haute vitesse, qu'on va prendre des petites profondeurs de passe, des gros step-over. Le vortex va être plus fait pour des grosses profondeurs de passe et des petits step-over. Puis ça permet d'user aussi l'outil sur toute la longueur de la flûte. Donc, au prix que les outils coûtent, là, ça vaut la peine de les user sur toute la hauteur. On va voir, ça fait bizarre à montrer, là, mais c'est sur la pièce que vous n'avez pas vue tantôt, ça aurait été intéressant que vous voyez. C'est un peu la chip qu'ils ont ramassée, là, c'est pris au hasard dans le tas, dans le fond de la machine. Là. Ils n'ont pas sélectionné les plus belles une par une. Donc, c'est pour vous donner une idée un peu de la couleur puis de la forme de la chip que ça va donner sur la machine. Ça fait de quoi qui est très, très constant puis qui a une couleur qui montre que l'outil n'est pas en train de fondre dans la machine puis qu'après la démo, là, ils ont été obligés d'en acheter 2 autres parce que c'était fini. Là. Selon ce qu'on nous a dit chez Delcam, c'est que après la démonstration de la pièce qui ont filmé sur la machine, ils ont regardé l'outil au microscope et il n'y avait aucune marque d'usure notable dessus. Là. Donc, il aurait pu continuer des heures comme ça, puis il n'y avait pas de problème selon eux. Le Vortex devrait venir avec une petite charte, comme ça, pour vous donner une idée de comment attaquer, si on peut dire, la nouvelle stratégie, avec quels paramètres de coupe vous devriez commencer vos tests. Donc, on devrait avoir certains matériaux qui ont été testés directement chez Delcam, avec le RPM et l'avance recommandée de départ. Donc, ça devrait vous donner une idée là, sur quoi vous enlignez. C'est sûr que c'est des valeurs qui sont peut-être un petit peu plus conservateurs, mais c'est des valeurs qu'eux ont testées et qui savent qu'ils fonctionnent et qui n'usent pas les outils prématurément là, comme certains autres vont faire dans leurs vidéos. Là. Ça, c'était la partie Vortex.
La deuxième partie, peut-être que selon vous, pas selon vous, mais peut-être que certains d'entre vous, pardon, avaient déjà entendu parler de Vortex parce qu'on l'avait laissé bruiter un petit peu. Mais la deuxième partie qui est Machine DNA, c'est quelque chose qu'on a le droit de parler uniquement depuis la semaine dernière. Donc, c'est quelque chose que Delcam a développé en Angleterre, qu'on va être les seuls au monde avec PowerMill à avoir. Donc, on a maintenant un brevet là-dessus. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va optimiser les arcs de cercle et les déplacements de la machine, vraiment le toolpad dans PowerMill, pour fonctionner de façon optimale avec votre machine. Donc, pour expliquer ça là, en image, là, si vous regardez à l'écran l'espèce de trochoïdal qu'on a mis là, c'est juste un petit test pour vous montrer sur la machine qu'on a en bas à gauche, donc une DMG DMU 160 avec une possibilité d'avance de 10 000 mm/minute, un contrôleur Siemens 840. Ça serait quoi, selon vous, le meilleur trochoïdal à utiliser? Est-ce que ça serait le premier qui a une longueur de 2,8 mètres, le deuxième de 3,5, le troisième de 4,2? Si vous regardez les temps théoriques, le premier est à 16, 21, 25 pour le dernier. Parce que souvent, dans le fond, ce qu'on va se dire, c'est OK, la machine, plus elle fait des grands mouvements, plus elle est capable d'accélérer rapidement. Donc, tu sais, il y a plusieurs logiques à avoir là-dedans. On pourrait se dire que le dernier, la machine serait capable d'aller plus vite. Donc, théoriquement, elle pourrait atteindre sa vitesse, ce qui ne serait pas le cas avec le premier. Mais si on regarde, la réponse, c'est aucun des trois. Pour la machine qu'on a en bas ici, c'est celui-là qui devrait être utilisé. Donc, vous voyez, ça dit que ça prend 22 secondes. Vous pourriez dire pourquoi. Lui, 22, les autres, certains étaient plus rapides. Mais regardez les vrais temps. Ils ont passé sur la machine les 4 toolpaths. Ben, le premier prenait 28, le deuxième 25, le troisième 22, puis le dernier 25. Donc, c'est pas grand-chose, mais juste en prenant des arcs de cercle qui sont parfaitement optimisés pour cette machine-là, on a sauvé 5 secondes. Pas 5 secondes, mais 3 secondes sur un trajet qui en dure 25. Donc, ça peut faire une méchante différence sur un trajet qui dure 1 heure au bout de la ligne quand on fait du dégrossissage. Donc, on a la même expérience pour ceux qui sont des utilisateurs courants là, de PowerMill. Vous savez qu'on a plusieurs types de trajets qu'on peut sortir. Donc, tolérance key park, qui est par défaut. Donc, il va nous conserver les arcs de cercle. Donc, on demande encore c'est quoi qui serait le mieux. On pourrait avoir tolérance replace arcs, donc tous les arcs de cercle qui sont remplacés par des petits bouts de G1 sur la machine. On pourrait avoir le point redistribution, qui était nouveau de quelques années, qui va souvent être utilisé en 5 axes simultanés. Bon, souvent, on est porté à dire, OK, c'est le point distribution qui est le plus adapté parce que les points sont espacés également, mais encore là, c'est ni un ni l'autre des réponses. Ça va être assez différent. Donc, on voit ici qu'est-ce qui se passe. Avec Machine DNA, on est capable de déterminer que même dans le bout droit ici, ben là, ça n'en prendrait pas de points, puis un petit peu plus loin non plus. Puis après ça n'en prendrait pour décélérer puis réaccélérer dans le rayon. Donc, ce n'est pas des choses qu'on peut faire sans faire des tests sur la machine. Mais maintenant, avec Machine DNA, ça va être assez puissant comme module, là. Vous allez voir aussi qu'au lieu de faire un bel arc de cercle, il va changer la forme du trajet d'outil pour respecter les arcs optimales qu'on a calculés au début dans les diapositives précédentes, là. Donc, ce n'est pas juste de changer la distribution des points, c'est vraiment qu'il va optimiser le trajet en fonction de ce qu'il a calculé pour la machine. Comme je disais tantôt, Machine DNA, il n'y a pas de compétiteur sur le marché. Donc, Delcam a le brevet pour ça, pour l'instant. Donc, je pense que les utilisateurs PowerMill là, vont quand même avoir un petit avantage sur d'autres logiciels par rapport à ça. Donc, on voit ici, ça c'est plus le Vortex, là, mais je vais vous remontrer, je pense que j'ai une image du Machine DNA un petit peu plus loin, hein. Donc, je voulais vous montrer des compétiteurs du Vortex. Donc, on peut voir le trajet pour la même pièce qu'on aurait
dans PowerMill avec Vortex versus d'autres compétiteurs, vous voyez la différence entre les déplacements, comment que c'est court versus qu'est-ce qu'on ferait ici. C'est pas que c'est pas bon ce trajet-là, c'est juste que on fait beaucoup plus d'usinage à vide qu'on va en faire avec le Vortex pour le même résultat au bout de la ligne, là. Donc ici, on va être beaucoup plus rapide qu'on le serait ici, là. Donc on va les passer rapidement. Donc la pièce que vous n'avez pas vue tout à l'heure, c'est celle-là ici. C'est pas une vidéo, c'est seulement des images, là. Je vais vous montrer un petit peu. Voyez-vous, avec l'usinage conventionnel, ça prenait 14 minutes 52. Avec le Vortex, oups, j'ai perdu mon autre diapo. C'était environ là, 30 à 40% plus rapide, je me souviens bien, là, tout dépendamment. Là. Il y a une vidéo aussi que vous allez pouvoir voir sur YouTube, là, le lien que je vous enverrai. On le voit justement, les résultats à la fin du vidéo. Puis vous allez voir que, si je peux revenir ici, là, vous allez voir qu'ils vont filmer le contrôleur pendant l'usinage des deux pièces. Puis vous allez voir aussi que dans le rough standard, l'avance programmée, elle varie énormément, elle varie à peu près à chaque ligne, tandis qu'avec le Vortex, qui utilise Machine DNA, ça varie pas, là. Ils ont programmé, si je ne me trompe pas, 2000 mm/minute, ça reste à 2000 toujours sans arrêt, là. Elle va jamais accélérer, décélérer. C'est l'avantage qu'on va avoir avec ça. Vous allez aussi voir, si je ne me trompe pas, dans cette vidéo-là, un petit peu le genre de test que Machine DNA va faire. Donc, juste pour faire un petit résumé là, de ça. Dans le fond, Machine DNA, c'est un module qui va être optionnel, qui va servir à générer un programme que vous allez pouvoir passer sur votre machine. Ce programme-là va enregistrer des données. Dans le fond, le programme, il fait un paquet d'arcs de cercle, un paquet de lignes droites de différentes longueurs, puis il va enregistrer ces données-là dans un fichier sur le contrôleur que vous allez ramener dans PowerMill. Puis en ouvrant ce fichier-là avec le module de Machine DNA dans PowerMill, il va automatiquement setter vos paramètres là, de point distribution puis tout ça pour optimiser vraiment la sortie pour que ça fonctionne avec cette machine-là. Donc, c'est là que ça devient intéressant, c'est que c'est plus des toolpaths qui vont être associés à n'importe quelle machine, ça va être des toolpaths spécifiques à votre machine, vraiment pour l'optimiser au maximum, qu'est-ce qu'on peut en tirer, là. Donc, je vous dirais que c'est un petit peu ça que Machine DNA va faire là, quand ça va être disponible cet été là, pour la version 2000. Fait que, encore une fois, je vous remercie d'avoir assisté. Puis si vous avez des questions, ben, je pense que tout le monde connaît notre courriel ou notre numéro de téléphone. Donc, juste à nous contacter. On est là pour ça.